Voilà, on est ensemble pour ce 4e live et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, merci de me faire un petit coucou pour me dire que ça fonctionne, c'est super, merci Claudie, parfait. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon samedi, un bon début de week-end. Je me demandais si vous seriez là ou si vous seriez en train de faire des courses, du shopping ou autre chose. Et je suis super ravie que vous soyez avec moi parce qu'on va parler de choses très intéressantes aujourd'hui qui sont les zones de nous qui font des choix lorsqu'on entre, par exemple, en relation. Ça peut être avec nos amis, ça peut être avec nos amours, nos enfants, nos choix de professionnels, etc. En tout cas, il y a plein de possibilités. Et c'est cette zone qui va choisir, qui va quand même définir ce qui pourrait advenir de notre choix et quels seront nos comportements et quelle sera la réalité qui va arriver derrière. Donc, ça va être fort intéressant, en tout cas, je l'espère. J'espère que vous avez passé un bon parcours là jusqu'à maintenant. Dites-moi si ça vous a fait des pistes, si ça vous a intéressé, s'il y a des choses que vous aimeriez bien qu'on explore, parce que ça, c'est vraiment possible. Je suis à votre écoute, je peux tout à fait répondre ou moduler mon intervention pour que ce soit bien en lien avec ce que vous avez envie d'explorer. Donc, sachez que vous pouvez m'écrire dans le chat ici, vous pouvez m'écrire en message personnel à côté. Et puis, je vous informe qu'on va se revoir demain à 18h, si vous avez envie, pour un petit bonus, plutôt questions-réponses, mais il y a aussi des choses que je voulais rajouter sur l'état vibratoire. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, sachez que je serai de nouveau demain avec vous au même endroit, à la même heure et avec le même lien comme vous avez l'habitude de faire si vous venez par Zoom. Et sinon, au même endroit sur Facebook dans mon groupe. Donc voilà, eh bien, allons-y. Allez, encore une fois, pour ne pas oublier, je me présente. Donc, je m'appelle Sandrine Duquesne. Je suis coach thérapeute. C'est important pour moi de dire les deux parce que le côté thérapeute me permet d'accompagner tout ce qui est blocage émotionnel, croyances, héritage en psychogénéalogie, toutes ces dimensions qui ont rapport avec le passé, mais qu'on a nécessité d'avoir en conscience parce que sinon on se connaît mal, on se connaît peu et donc on fait des choix qui sont justement issus de parties de nous qui sont inconscientes. Et ce qui fait un gros décalage souvent avec le résultat qu'on veut obtenir. Et puis le côté coach qui est aussi important pour moi depuis peu de temps, là on va dire depuis 2 ans, parce que je travaille de plus en plus à aller vers un accomplissement de soi, de sa puissance, de l'abondance dans sa propre vie, du sens de la vie. Et ça, c'est plus de l'ordre du coaching pour moi. Et puis tout ce qui va se lever sur cette route, eh bien, on pourra s'en occuper. Je suis complètement passionnée par tout ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui est inconscient, ce qui se joue de nous, ce qui se joue en nous. Et j'ai un affûtage particulier pour l'avoir tellement travaillé sur moi-même et m'être tellement formée sur ce sujet. J'ai une espèce de perception particulière quand je sens que c'est pas tout à fait aligné et je peux aider la personne à juste ouvrir sa conscience sur ce qui se passe. Et voilà, c'est ce que je fais avec mes clients d'âme, comme je les appelle, parce que j'ai la chance d'avoir attiré à moi des personnes qui sont prêtes à faire ce chemin et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, ça fait 9 ans que je fais ça et j'ai aussi tout ce côté développement de talent. Alors ça, c'est quelque chose que j'explorais aussi dans mon travail de donner des cours de peinture et de coacher au niveau artistique des groupes en fait sur l'exploration de ces talents, sur l'accomplissement justement de ces talents-là. Et la majorité de mes élèves arrivent en ne sachant absolument pas peindre ni créer et repartent régulièrement époustouflée de ce que ça donne parce que vraiment, ça se travaille, ça s'affine, ça se découvre et on a exactement la même chose en développement personnel. On a des talents particuliers, uniques,
et éternelles qui sont à l'intérieur de nous et qui sont tout un moment de vie assez cachés. Ce n'est pas qu'on ne les utilise pas, on les utilise, mais on n'en a pas conscience. Et donc, c'est ça que j'accompagne beaucoup. J'adore voir les gens découvrir cette partie d'eux, si ce n'est pas encore découvert, ou bien redécouvrir, ou en tout cas prendre conscience, mettre en clarté et mettre en route, vraiment les utiliser, en faire un métier, en faire une qualité d'être, en faire une contribution au monde. Pour moi, ça compte beaucoup. Je me sens très concernée par ce que j'imagine que le monde pourrait être si nous sommes tous dans notre axe et alignés. Et donc ça, aujourd'hui, on va en parler de l'alignement. Donc, j'espère que ça sera intéressant pour vous. Alors, si on fait un petit bilan de ce qu'on a vu ces 3 derniers jours, on a parlé d'abord de cette soif de complétude qu'on a tous, hein, vous, moi, je pense en tout cas. On a tous cette soif de se sentir rassemblés. Et le premier instinct qu'on va avoir, c'est de se tourner vers un autre pour voir s'il pourrait combler ce dont on a besoin pour se sentir justement rassemblé, heureux d'être soi-même, en pleine expansion de ses qualités et de ses dons. Vous voyez comment ça peut être au début d'une relation où on se sent comme ça vraiment au meilleur de soi. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une formation très particulière pendant 1 an, comme une année sabbatique, et on me parlait beaucoup d'être au meilleur de soi. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne comprenais absolument pas. Alors pour moi, le meilleur de soi, c'était d'être de bonne humeur, de me présenter correctement, etc. Mais je pressentais que c'était bien plus que ça. Et être au meilleur de soi, aujourd'hui, je sais ce que c'est. Pour moi, en tout cas, c'est d'être dans cette vibration qui ressemble pour moi à la gratitude. Cette sensation d'être complètement intégré dans mon environnement, que tout répond, vous savez, cette sensation d'être à la bonne place, au bon moment, c'est réjouissant, on a le cœur qui s'ouvre, on pose des actes qui sont absolument justes pour soi, on se sent aligné, fort et solide dans ses bottes, et on est beaucoup moins perturbé, voire pas perturbé par je ne sais pas, la culpabilité, les craintes, les peurs, les blocages, il n'y a plus tout ça. On a comme une aura qui s'ouvre et on se sent à la bonne place, au bon moment, et ça a un très, très bon goût. Eh bien, ce sentiment de complétude, on en a soif. On peut l'appeler l'amour, on peut l'appeler le bien-être, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle complétude, la sensation d'être rassemblé. Et ce qu'on a vu dans le 2e et 3e live, c'est qu'il se pourrait que notre désir de complétude parle de soi et que de passer par l'autre soit une expérience fort intéressante parce qu'elle est révélatrice, mais ne donne pas forcément le résultat du sentiment de complétude, sauf peut-être au début de la relation où il y a comme un moment de grâce qui est magnifique parce qu'il nous enseigne la sensation cellulaire, physique, corporelle de ce qu'est de se sentir complet, entier, bien, heureux, joyeux, rayonnant, etc. Donc, c'est un goût qu'on n'aurait peut-être pas trouvé facilement tout seul et grâce à l'autre, on peut le trouver. Et puis après, ça n'empêche pas de devoir faire ce travail de retour à soi. Dans quel état je suis quand j'entre en relation? Est-ce que j'ai encore des mémoires, des blessures, des croyances, des limitations, des peurs, des stratégies, toutes ces choses-là qui vont faire que je vais me sentir plus ou moins confiante, plus ou moins capable de m'engager, ou bien en grande demande que l'autre soit absolument exactement comme j'ai besoin, parce que dès qu'il se décale d'un iota de ce que j'attends, eh bien moi, je tombe dans mes gouffres émotionnels et douloureux. Et donc voilà, on a nécessité de se connaître. Alors dans se connaître, il y a tout ce qui est de l'ordre du passé, qui laisse des traces dans nos cellules et qu'on doit prendre soin de soigner. C'est double dose, mais on a vraiment la possibilité en tant qu'adulte, comme d'aller apprendre une nouvelle langue, eh bien de regarder, tiens,
j'ai beaucoup de doutes sur moi, il manque un peu de confiance. Comment je vais apprendre cette confiance? Et on trouve un moyen d'apprendre la confiance. Et je me souviens de ma fille à l'époque quand elle était, vous savez, la 6e, là, il y a un grand changement entre l'enfance et l'adolescence. Et puis elle s'est retrouvée à côté de jeunes filles, de jeunes ados qui étaient bien plus avancées qu'elle, qui s'habillaient déjà de manière très moderne, etc., très, très jeune fille en fait. Et puis elle me disait, mais moi, oh là là, elle est tellement jolie, c'est tellement joli ses chaussures et tout ça. Et puis je sentais bien qu'au lieu de se dire, tiens, mais ça, j'aime, je vais aller m'acheter des chaussures comme ça. Tiens, mais j'aime bien comment elle s'habille, je vais apprendre à s'habiller, à m'habiller comme ça. Eh bien, ce n'était pas ce mouvement qui se faisait, c'était plutôt moi, je suis nulle, moi, j'y arrive pas, moi, je suis moche. Et donc, vraiment, on a discuté de ça. Et en fait, si tu vois quelque chose qui te plaît, qui t'appelle, qui te parle, eh bien, vois comment ça fonctionne. Si quelqu'un a déjà les codes un peu plus loin de toi, eh bien, regarde comment elle fabrique ça qui te plaît et qui te ferait envie. Et puis, va apprendre. C'est exactement la même chose que d'apprendre le chinois. Enfin, je ne sais pas si vous parlez chinois, mais moi, pas du tout. Ceci dit, si j'avais envie d'apprendre, eh bien, je suis sûre qu'en m'y mettant, et je vous revois dans 6 mois, eh bien, je pourrais échanger quelques mots avec vous parce que je me serais donné la peine d'apprendre. C'est exactement la même chose pour un adulte lorsqu'il se découvre une lacune de maturité émotionnelle ou de maturité euh, psychique ou n'importe quelle chose qui se serait coincée parce que son enfance s'est déroulée d'une telle façon qu'il n'y a pas eu ça tous les jours à manger. Donc, bah voilà, il n'y a pas eu de l'amour tous les jours. Donc, eh bien, pour une raison X ou Y, hein, on peut avoir des parents qui sont décédés très tôt, on peut avoir des parents qui sont très occupés, on peut avoir des parents qui sont très immatures, on peut avoir des parents qui sont très violents, peu importe. C'est un moment très difficile qui est, Dieu merci, terminé pour vous qui me regardez et pour moi en tout cas. Et donc, sur lequel je peux regarder ce qui me reste comme conséquence et voir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai besoin de faire mûrir encore un petit peu. Donc voilà, donc dans le fait de connaître son histoire, c'est vraiment important pour pouvoir faire ce travail en ayant conscience de ce qui se passe, parce que si on ne sait pas, comment faire? Et puis, il y avait aussi le fait de comprendre les jeux qui se déroulent à l'intérieur de soi, donc savoir s'observer avec un état de sentinelle qui est opérationnel. Tiens, comment je me sens? Vous savez, on peut parfois se retrouver... prenons un exemple qui est très étonnant. On dit, parfois on voit quelqu'un, puis on sait qu'on ne l'aime pas, mais on ne le connaît pas. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne l'aime pas. Ça veut dire qu'on a notre cerveau archaïque, là, qui est derrière, qui vient reconnaître certains petits points. Hein. Ça peut être une façon de bouger, ça peut être peut-être une odeur, ça peut être une façon de lever les yeux quand elle parle, ça peut être une façon de s'approcher un peu trop près de nous. Peu importe, notre cerveau archaïque reconnaît là une mémoire qu'il aurait déjà vécue comme dangereuse. Et donc, d'instinct, il envoie le signal pas agréable. Et nous, on est face à cette personne avec notre cerveau qui réfléchit, là, le cerveau adulte qui est devant et qui dit, tiens, j'aime pas. Et donc, on va passer notre chemin. Mais ça n'a rien à voir finalement avec la réalité de cette personne. Il y a de grandes chances qu'il n'y ait rien de spécial, mais que notre cerveau archaïque, lui, ait reconnu des similitudes avec des choses qu'il a difficilement gérées dans le passé. Vous savez que ce cerveau-là, il est très binaire, il est très efficace, mais il est très binaire. C'est bien, soit ça ne va pas. Donc, soit ce qu'il voit dans la vie de tous les jours ne correspond à rien de dangereux dans sa mémoire, il laisse faire, soit il reconnaît quelque chose de dangereux qu'il a déjà vécu, et là, il envoie un stimuli qui est complètement de sentir soit en désagrément, on va dire c'est désagréable, soit carrément on est stressé ou on peut se retrouver bloqué de panique. Je me souviendrai toujours d'une cliente qui me disait, moi quand je vais au rayon frais, j'ai des angoisses.
eh bien, c'est fort étonnant parce que le rayon frais, elle me disait, bah, j'ai rien vécu dans le rayon frais de traumatisant. Et en fait, la fraîcheur, après un certain travail, elle a retrouvé la mémoire de la cave dans laquelle on l'enfermait. Et donc, la fraîcheur était le stimuli extérieur qui avait été stocké par son cerveau. Lorsqu'on a une agression, un choc, un trauma, ce cerveau archaïque, il a une idée géniale, c'est de tout stocker. Il va stocker tout ce qui se passe dehors, il va stocker tout ce qui se passe dedans et il va en faire une matrice qui est la matrice attention-danger. Donc après, même 40 ans ou 50 ans après, lorsqu'on se retrouve avec, je ne sais pas moi, la même pluie fine, la même lumière qui baisse qu'un accident qu'on a eu quand on était beaucoup plus jeune ou même déjà adulte, hein, c'est la même chose. Hein, si on a un très gros accident adulte ou une très grosse agression, le cerveau archaïque fera le même travail que dans l'enfance, sauf qu'on est plus facilement agressé dans l'enfance puisqu'on est sans défense. Adulte, ça peut nous arriver, mais c'est un peu quand même moins souvent. Et donc, lui, il va stocker tout ça et il va filtrer la réalité à travers ça pour voir s'il y a un danger. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi et de savoir observer, d'allumer cette conscience de soi et de ce qui se joue. Parce que à partir de là, on pourra récupérer les portes que ça ouvre. Le présent est tout le temps en train, il faut quand même que je le dise, est tout le temps en train de nous déclencher sur des anciennes mémoires qui ne sont pas réglées. Et donc, on peut se sentir bizarre, on peut se sentir mal, on peut se sentir désespéré, on peut se sentir triste sans savoir pourquoi. Mais il y a toujours un déclencheur qu'on n'a juste pas vu avec notre conscience, mais que notre cerveau archaïque, qui est beaucoup plus proche de l'inconscient, va tout de suite attraper et déclencher l'alarme. Attention, la dernière fois, ça, c'était vraiment pas top. Pars. Ne parle pas en public, pars. Alors que parler en public n'est aujourd'hui pas dangereux, par exemple. Donc voilà, comprendre, c'est hyper important. Et puis, donc l'objectif, c'est de pouvoir reprendre cette responsabilité de ce qu'on sent et de comment on réagit, notamment en relation, parce que la relation, c'est vraiment ce de quoi on parle comme zone d'expérience. C'est une révélatrice de tout ce qui n'est pas encore mature à l'intérieur de nous. Et donc, elle vient, puisque l'autre est là et que l'autre est hors de notre contrôle, même si on fait bien des efforts pour contrôler l'autre, on n'y arrivera pas totalement ni pour toujours. Et bien donc, puisque l'autre est hors de notre contrôle, lorsqu'on est attaché à lui, eh bien, il va faire des choses qui ne vont pas convenir à ce que j'attends pour être tranquille, et donc ça va révéler ce sur quoi je dois encore travailler. Et c'est une véritable opportunité, c'est une expérience tellement importante. C'est comme si, je disais à une cliente il y a quelques jours, là, c'est comme si quand on vit ça, c'est comme si on trouvait une clé. Et la clé ouvre une porte. La clé, c'est le fait d'être déclenché par quelque chose. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un événement, n'importe. Mais être déclenché, c'est-à-dire tout d'un coup, on a des réactions qui sont étonnantes, disproportionnées. Et puis souvent, dans toutes les mêmes situations, on a les mêmes réactions. Eh bien, la clé, c'est d'être déclenché parce que c'est le seul moyen qu'on se rende compte de ce travail qu'on a à faire pour mûrir, libérer, et puis se libérer d'être obligé de toujours faire attention, de ne pas déclencher ce truc-là, vous voyez. Et la clé ouvre une porte. Et la porte, c'est le besoin qu'on avait à l'époque. Par exemple, si je suis déclenchée parce qu'on me tourne le dos, c'est comme si on me rejetait quand on me tourne le dos. Ça, c'est ma clé. Je suis déclenchée dans ma blessure de rejet. Et la porte, c'est j'ai besoin de m'octroyer la possibilité d'être inclus. J'ai besoin d'être inclus. Mais tous les êtres humains ont besoin d'être inclus. Ce n'est pas du tout une tare ou un défaut. C'est humain, c'est organique, c'est logique. On n'aime pas vivre seul. Ça nous fait du bien de vivre ensemble. Et on a besoin de se sentir inclus et en sécurité. C'est la base de la vie, la sécurité. Et donc,
mon besoin, la porte, ça va être j'ai besoin d'être inclus. Et j'ai trouvé la clé qui montre mon besoin. Maintenant, est-ce que de ce besoin, je vais demander que l'autre s'en occupe et qu'il ne se tourne jamais, qu'il ne s'en aille jamais, qu'il n'aille jamais jouer au squash, comme je vous disais hier, ou est-ce que je vais m'occuper, moi, de ma porte, celle qui est colorée par mon enfance. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre soin de ses besoins tout seul, ça veut dire qu'on doit les voir, ça c'est sûr, sinon c'est inconscient, puis ça se joue malgré nous, et on triture l'autre pour qu'il fasse ce qu'on a besoin, sans savoir vraiment ce qu'on a besoin. Donc c'est voir cette porte, voir ce besoin-là, et puis en prendre soin. Et en prendre soin, ça peut d'aller demander de l'aide. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. On peut avoir besoin d'aide pour sortir d'une sensation comme ça. Et simplement, on passe de l'attente que quelqu'un me voit, que quelqu'un se rende compte, que quelqu'un voit que je suis en train de souffrir et que j'aurais besoin d'être rassurée. Et bonjour Guillaume. Et donc, en fait, au lieu d'attendre qu'on prenne soin de moi, de mon besoin, eh bien, je vais demander, en ayant bien cerné ce dont j'avais besoin, je vais demander quelque chose. Et je peux demander à mon conjoint, par exemple. J'ai besoin d'être rassurée, j'aurais besoin d'un câlin. Est-ce que tu peux me faire un câlin? Eh bien, rares d'entre nous sont ceux qui peuvent demander. Parce que c'est comme si on était dans un état d'enfant et qu'on ne savait pas demander. Alors, c'est sûr que quand on demande, l'autre, il peut dire « ben non, j'ai pas le temps, plus tard » ou « bien non, j'ai pas envie ». Et donc, il faudra accepter sa liberté. Et ça, c'est pas facile, mais on est grand et on est capable de ne pas mourir de ce manque-là. À l'époque, c'était difficile, petit, parce que c'était tout notre monde qui s'écroulait. Mais maintenant, on est vraiment capable de ne pas mourir de ça. Je vais allumer la lumière. Je ne sais pas si c'est mieux. Il faisait jour, c'était bien, mais là, c'est en train de tomber. Ok, alors, ok, ça c'est ce qu'on a vu pendant quelques jours. Je prends le temps de le répéter parce que si vous avez déjà l'habitude de jongler avec ces notions, eh ben, ça vous semble sûrement logique et fluide. Mais si ce sont des choses que vous découvrez, il faudra plusieurs répétitions pour que le mental s'habitue à ces notions-là et puis trouve ça normal après de les vivre. Et tiens, c'est ça que je suis en train de vivre, c'est intéressant. Et le mental, en fait, quand on lui donne sa nourriture, c'est-à-dire qu'on lui donne de quoi comprendre ce qui lui arrive, eh bien, il joue avec nous et il est plutôt enthousiaste de comprendre, découvrir et aller de l'avant. Alors que si on ne lui explique pas, il est très prudent et il est très protecteur et donc il va plutôt freiner des cas de fer et rien vouloir qu'on change. En général, quand on a envie de changer quelque chose, on aimerait bien que notre mental aille avec et ne nous raconte pas « mais ça ne marchera jamais, mais c'est n'importe quoi, mais je te l'avais dit, puis de toute façon on a des preuves, ça fait déjà 10 fois qu'on a fait ci, puis c'est jamais changé, puis on a toujours rencontré des gens comme ça ». Vous voyez, notre mental, il peut nous envoyer des informations pas du tout rigolotes, mais qui sont là pour nous protéger, pour qu'on ne fasse pas de choses qui sortent de l'ordinaire, pour qu'on ne se mette pas en danger et qu'on souffre le moins possible. Son objectif, c'est de nous protéger, donc c'est un bel objectif, mais ses capacités sont très limitées. Il ne peut que nous envoyer ce qu'il a déjà connu. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie par rapport à ce que vous avez déjà connu, lui, il ne va que vous raconter ce que vous avez déjà connu. C'est comme le mental égo, hein, c'est comme une mère poule qui voit son adolescent partir à l'autre bout de la terre pour faire un stage et puis finalement elle lui dit mais t'es sûre que tu veux y aller, c'est quand même vraiment loin, puis tu vas être tout seul là-bas, est-ce que tu vas savoir t'en sortir, finalement je préférerais que tu restes, je comprends bien que tu as envie de partir mais tu pourrais peut-être partir l'année prochaine. Vous voyez, ça c'est notre mental égo, il a une surprotection comme ça et puis il préférerait que rien ne change. Bon, je voulais vous parler d'un exemple.
Oui, alors c'est ce que j'ai découvert dans ma propre vie et aussi avec les clients, avec mes clients ces dernières années, c'est que lorsqu'on vit une relation qui a une certaine couleur, par exemple, on vit un très grand attachement à quelqu'un et lui, il a l'air plutôt détaché, froid, à ne pas être intéressé, puis du coup, bah, nous, on devient plus attaché, anxieux qui s'en aille, peut-être jaloux, toutes ces choses-là, eh bien, il y a de grandes chances qu'en travaillant là-dessus, ou même peut-être sans forcément, la vie offrira un moment où les rôles vont s'inverser. Et dans une prochaine relation, ou avec la même personne, mais en tout cas, moi, ça a pu m'arriver avec la même personne, mais ça peut être aussi avec une personne suivante, les rôles vont s'inverser. Et on va se retrouver celui qui rencontre quelqu'un qui est dépendant, qui a peur qu'on s'en aille, qui a vécu l'abandon, qui est très anxieux et qui s'accroche à nous. Et là, on va être celui qui justement se sent froid. On trouvait que l'autre était méchant à l'époque, puis maintenant on est dans exactement cette situation-là. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je l'ai vraiment remarqué moult fois que ça s'inversait à un moment. C'est comme si nous avions besoin de vivre un thème pour s'en libérer, par exemple, la dépendance. Mais on va l'explorer de plusieurs facettes différentes. Et par exemple, par rapport à la jalousie, on peut se retrouver avec un compagnon qui est hyper jaloux et la fois d'après, et puis pas du tout comprendre ce qu'il est en train de vivre, et la fois d'après, nous-mêmes être complètement jalouses. Ça, c'est intriguant parce que c'est dingue, on est en train de vivre tout ce qu'on lui reprochait d'être. C'est tellement bien fait, la vie. Alors, j'avais aussi un autre exemple, ça peut être la jalousie, la froideur, oui, l'éloignement, l'attachement. Non, ben, je vous ai tout dit. OK. Et pourquoi ça se joue comme ça? C'est quand même intriguant. En fait, l'hypothèse que moi j'en ai, en tout cas, c'est que on se rencontre sur la base de la même blessure à travailler. Si par exemple c'est le fait d'avoir manqué d'attachement, pardon, on va pas le dire comme ça, on va dire manquer du lien fondamental avec son parent, par exemple, eh bien, les deux qui ont manqué de ce lien se rencontrent et se reconnaissent parce qu'ils savent qu'ils sont au même état d'évolution et au même état vibratoire et hop, ils se mettent en couple. Mais en général, il y en a un qui a développé la stratégie de s'accrocher pour pouvoir combler sa blessure et l'autre, il a développé l'inverse. Il a développé la stratégie de se détacher pour ne plus jamais subir d'être coupé du lien, abandonné. Mais la blessure est la même, c'est juste la stratégie qui a changé. Mais alors ces deux-là, ils vont super bien clipper ensemble parce qu'au démarrage, celui qui finalement s'est toujours détaché parce qu'il avait peur de perdre le lien, il se rend compte que celle-ci, elle lui offre un très très beau lien. Donc il ouvre son cœur et il se laisse faire. Et donc il propose lui aussi d'offrir du lien et elle est rassurée, vous voyez ? Et puis, à un moment, il y a juste une nanoseconde d'hésitation ou de recul dans l'un des deux partenaires. Et puis, hop, la peur d'abandon va se rouvrir de manière très criante. Parce que je vous rappelle que lui, sa façon de vivre, c'était de rester autonome. Donc, il y a un moment où peut-être qu'il va reprendre ses affaires en main, et puis partir sans dire quelque chose. Ça peut être, en général, ce qui déclenche, c'est vraiment des très petites choses. Donc, il reprend sa vie en main et là, ça crie l'abandon de nouveau parce que ça y est, je le sens. Il va partir, il s'occupe plus de moi, il n'en a rien à faire de moi. Et alors, cette personne-là va se mettre à réclamer, crier, reviens, ne me fais pas ça, tu peux pas. Enfin, évidemment, hein, c'est crescendo. Et alors lui, là, il va se dire, ouh là là, on me reproche des choses, en fait, on m'aime plus, je suis bien déçue de ce qui s'est passé, moi, je lui avais fait confiance, et il va reprendre sa stratégie à lui. Elle, de s'accrocher, et lui, de se détacher. Et là commence le gros travail de ce couple-là.
Magnifique, magnifique travail. C'est-à-dire que s'ils font ce travail-là, bon, de toute façon, c'est chacun pour soi. Hein. Il peut y en avoir qu'un qui le fait, les deux, peu importe, mais on ne peut travailler que pour soi. S'ils font ce travail-là, en fait, eh bien, ils vont pouvoir guérir cette blessure qui a été révélée par cette incroyable relation où on s'est trouvé comme par hasard en ayant la même blessure. Mais il n'y a pas de hasard là-dedans. On s'attire au niveau vibratoire parce qu'on sait qu'ensemble, on peut, on a le même problème et donc on va peut-être pouvoir faire évoluer ça. Qui va aller chercher à l'intérieur de lui en se disant tiens, j'aurais peut-être une blessure d'abandon, je la sens jamais, hein. Tous les jours ça va, je la sens jamais, mais je l'ai peut-être, donc je vais aller chercher. Non, enfin, quasiment aucun d'entre nous ne va chercher des difficultés là où il n'y en a pas. Donc il n'y a que quand ça se révèle qu'on s'en occupe. Et nous, les êtres humains, au moins les premières fois, on bouge parce qu'on a mal. C'est notre aide à l'évolution. Après, quand on a l'habitude d'évoluer et d'aller travailler sur soi, on le fait de manière pas anticipée, mais dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se décale ou qui n'est plus aligné, eh bien, on peut aller le réaligner très vite. Et on n'est pas obligé d'avoir attendu 7 ans à souffrir et à reprocher à l'autre de ne pas faire ce qu'il fallait. Non, non, non. Ok, donc je pense que vous connaissez les blessures de Lise Bourbeau. Vous savez, abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. Peut-être vous avez lu ce petit livre. Eh bien, ces blessures-là, lorsqu'on en est héritier, quand on les a, on en a généralement quelques-unes, peut-être un peu toutes, mais on en a des privilégiées qui sont plus fortes, qui sont plus poignantes. Eh bien, on a tendance à les vivre, à les revivre, mais aussi à les infliger à l'autre. Si on a vécu une blessure de trahison, on aura tendance à revivre de la trahison, à trahir l'autre et à se trahir soi-même. C'est-à-dire que c'est comme si notre être allait explorer par tous les moyens possibles la blessure pour se donner une chance de la résoudre avec notre capacité d'adulte. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait rien faire face à la trahison. Vous savez, la trahison d'un enfant, pour un adulte, ça peut être rien du tout. C'est-à-dire, je t'ai dit que je t'emmènerais à la fête foraine et puis finalement, je n'ai pas le temps. Donc non, on n'y va pas. Et je suis désolée, mais on n'a pas le temps. Eh bien, l'enfant, lui, il peut se sentir profondément trahi. Pourquoi? Parce qu'il avait tout son monde tourné autour de ça. C'était comme si nous, on allait avoir une promotion ou un voyage incroyable. Et puis, à la fin, l'autre dit de manière assez désinvolte, ben non, je suis désolée, on ne peut pas. Pour peu que l'adulte, à ce moment-là, le parent se sente mal à l'aise, il peut même le dire de manière un peu brusque ou bien le faire passer comme si ce n'était pas grave, sans prendre en compte le sentiment de trahison, la tristesse, le chagrin de l'enfant. Et donc, voilà, vivre de la trahison en tant qu'enfant, c'est plausible sous multiples facettes et opportunités parce que la vie est faite comme ça. On le sait en tant que parent qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on avait prévu. Puis parfois, on aimerait bien plaire à son enfant. Ça, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi? Et puis, on prévoit des choses que finalement, on n'arrive pas à tenir. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours lire ce petit livre de Lise Bourbeau, mais en tout cas, sachez que chaque blessure est infligée à soi et aussi à l'autre, et donc c'est pour ça que de temps en temps, on change de rôle dans la vie. Donc, lorsqu'on a une défensive qui est plutôt la colère et le jugement, et qu'on a tendance à juger l'autre comme quelqu'un de pas bien parce qu'il aurait fait ci, ça, ça, et que ça colle pas à nos valeurs, vous vous souvenez, hier on a parlé du masque, nos belles valeurs devant et puis nos anti-valeurs derrière, eh bien lorsqu'on a tendance à juger une personne comme ça, puis à se retrouver 3 ou 4 ans après dans la même position, eh bien c'est bien pour nous faire évoluer et nous faire changer d'avis sur les choses. Et puis les anciens disent toujours « plus je vieillis et plus je sais que je ne sais rien ». Alors qu'à 16 ans, on a l'impression qu'on connaît tout sur tout. C'est
voilà, il y a une forme de déconstruction à faire tout au long de la vie. Donc, plus on vieillit, on se dit, quand on a 20 ans, qu'on ne se sent pas très bien, on se dit, à 40 ans, j'aurais réglé tout ça. Et c'est tout à fait le contraire. Plus on vieillit, plus nos protections de sauvegarde et de déni et tout ça, de refoulement, s'affaissent parce qu'on est de plus en plus fort et qu'on est de plus en plus conscient et qu'on est de plus en plus présent. Et voilà, hein, le pouvoir d'un adulte, il est immense par rapport au pouvoir d'un enfant. Et bien donc, les mécanismes de protection sont moins nécessaires, ils s'effondrent. Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a nos placards avec nos blessures à l'intérieur. Donc, on se retrouve à 40 ans à devoir s'occuper de quelque chose qu'on a vécu entre 0 et 3 ans. Et c'est juste normal. Enfin, normal dans le sens habituel, écologique. C'est comme ça, c'est cellulaire. Donc, c'est juste le moment où on est assez fort pour le faire. Et ça ne remonte jamais si on n'était pas prêt. Donc, quand ça sort, c'est très désagréable, mais c'est le moment. Et c'est le moment où vous pouvez ne pas rester tout seul et vous faire accompagner. Alors, cette histoire de... Alors, j'espère que vous me suivez toujours, que tout va bien. Vous avez remarqué que je parle beaucoup, je parle vite. J'espère que je suis quand même compréhensible. Heureusement que personne ne doit taper les sous-titres parce que je sais que je vais vite. Hein. Vous me le dites si ça ne va pas, vous faites un petit signe. Bon, il n'y a pas de réaction. Ok, donc je continue. Donc, je voulais en venir au choix conscient et au choix inconscient qu'on fait dans la vie. J'arrive à suivre, dit Guillaume. Parfait, super. Donc, les choix, dans les choix qu'on pose en tant qu'adulte, hein, bien sûr, parce qu'en tant qu'adulte, on a vraiment le choix. Et si on sent qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on est dans notre conscience d'enfant et plus dans notre conscience d'adulte. Donc, il va falloir travailler ça pour revenir dans la conscience de l'adulte. Nos choix d'adulte, c'est exactement ça. C'est de regarder de quelle part de nous ils partent. Sur quelle zone de nous on va s'appuyer pour faire ce choix-là. Par exemple, le choix d'un partenaire, comme je disais tout à l'heure, on va trouver un partenaire qui est sur la même longueur d'onde. Et si notre longueur d'onde, c'est de travailler une certaine blessure ou un certain nettoyage à faire au niveau énergétique sur un thème, et ben, c'est ça notre longueur d'onde. Et donc, qui est-ce qui va nous voir et nous accoster? Ce sont les personnes qui ont la même longueur d'onde, la même vibration. Donc, cette zone de soi qui choisit, elle est super précieuse parce que si on la connaît et qu'on a clairvoyance là-dessus, eh bien, on peut déjà y travailler, on peut faire changer son état vibratoire et donc attirer quelqu'un et des situations qui seraient plus en raccord avec ce qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Mais si on ne le sait pas, eh bien, c'est pas grave. Hein. On est sur une certaine longueur d'onde, on vibre ça et on vit ça et on attire les personnes qui vivent la même chose et qui sont dans le même travail que nous, avec peut-être une autre porte d'entrée, mais le même travail. Alors, si on imaginait... je vais prendre juste un exemple. Par exemple, quelqu'un qui monte son entreprise. On sort un petit peu du couple, mais c'est quand même parlant, donc je le prends. Quelqu'un qui veut monter son entreprise. Et on lui demande à quelle clientèle tu veux t'adresser. Et puis, cette personne ne peut pas répondre parce qu'elle se dit, non, mais si je dis que les femmes, ça veut dire que je me prive des hommes. Et puis, si je dis que les hommes qui ont tel âge, ça veut dire que tous les autres, c'est plus mes clients. Et en fait, la part qui va négocier dans ce choix-là, c'est la part qui aura peur de manquer de clients. Et donc, quand on choisit quelque chose à partir de sa part de peur du manque, on va choisir pas du tout la chose qu'on a besoin ou qu'on a envie, on va choisir de l'agrandir, de la décaler. On va faire un choix qui est tout à fait différent de ce qu'on aurait besoin. Ça va être pareil, par exemple, pour fixer ses prix. Si je commence à me dire, oui, mais peut-être que les gens ne pourront pas payer, peut-être que si, peut-être que ça, c'est ma part de manque qui va parler. Et du coup, je ne vais pas du tout mettre le prix qui m'est juste, je vais mettre un prix
qui me semble juste pour ne pas avoir peur que les autres n'y arrivent pas. Vous me suivez? Donc voilà, ça c'est la zone qui va choisir, qui va influer sur le choix. Alors, imaginons que nous soyons une maison. Quand on fait travailler les enfants et quand on fait de la thérapie avec eux, souvent on les laisse dessiner. Et la façon dont ils vont dessiner la maison va donner un petit peu des infos sur comment eux, ils se sentent. Si la maison a des portes fermées, s'il n'y a pas de fenêtres, s'il y a plein de possibilités. On ne va pas faire un cours là-dessus ici, mais je pense que nous sommes notre propre véhicule, notre propre habitation. Et si on part de ce symbole-là, eh bien, ce serait intéressant de savoir comment est notre maison, notre soi. Est-ce que c'est une maison vide? Est-ce que c'est une maison qui est habitée? Est-ce que j'y vais de temps en temps? Est-ce que j'y vais jamais? Est-ce que j'y vais plus depuis tellement longtemps que quand je pousse la porte, c'est juste déprimant, j'ai envie de m'enfuir. Quand j'arrive, il y a de la poussière partout, je ne connais même pas les pièces, je ne sais plus comment c'est, ça s'effondre. Comment est ma maison, mon soi à moi? Est-ce que... j'ai noté des trucs, j'arrive même pas à me relire. Est-ce qu'elle a été désertée? Oui. Est-ce qu'elle est en ruine? Est-ce qu'elle est très remplie? Est-ce qu'il y a tout le temps la fête? Est-ce qu'il y a tout le temps du monde, tout le temps du monde? Parce qu'en fait, cette maison, elle a peur d'être vide. Elle a peur d'avoir personne, donc elle est tout le temps en train d'inviter à ce que les gens rentrent et s'installent et dorment et restent pour toujours, etc. Est-ce que c'est une maison qui est inquiète d'être quittée? Est-ce que c'est une maison qui est parfois envahie et qui a peur d'être envahie? Donc c'est peut-être une maison où il y a des barbelés devant. En tout cas, cet espace qui représente nous-mêmes symboliquement est très intéressant à visiter parce qu'en fonction de ça, en fait, on sait si on a l'habitude ou pas d'habiter à l'intérieur de soi. Et ça fait partie de la connaissance de soi. Plus on se connaît et plus on a goût à être avec soi-même. On peut vraiment même se réjouir d'avoir du temps avec soi. Peut-être que ça vous arrive. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, je ne connaissais pas. Moi, j'avais peur d'être seule. Donc, jamais j'aurais pu m'imaginer qu'à un moment, j'allais me sentir heureuse d'avoir une ouverture, enfin, un espace-temps qui s'ouvre devant moi pour être juste avec moi-même. Aujourd'hui, j'adore ça. Vraiment, voilà, je passe du bon temps avec moi-même. Ça, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je passe du bon temps avec moi-même? Je voulais vous dire quelque chose, ça vient de m'échapper. C'était par rapport à la maison, à soi, au fait de partir, de ne pas avoir envie de rentrer. Ah oui, c'était l'exemple d'un enfant. Imaginons que dans notre enfance, on ait eu un parent qui était plutôt triste ou dépressif, mais en tout cas un peu absent de la relation. Eh bien, en tant qu'enfant, moi, je vais me débrouiller pour savoir ce que ce parent-là est en train de vivre. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le parent, il s'en sorte. S'il ne s'en sort pas, moi, j'ai plus à manger, j'ai plus de maison, enfin, c'est la fin du monde, quoi. J'ai plus d'amour, j'ai plus de soins. Donc, il faut absolument que ce parent-là s'en sorte. Et donc, je vais aller plonger, fabriquer des antennes et plonger à l'intérieur de son émotionnel pour savoir comment mon parent va ou mon éducateur, hein, c'est exactement pareil. Et puis, en fonction de ce que je vais sentir, je vais essayer des stratégies. Est-ce que quand je suis joyeuse, bah, ça aide? Quand je dis rien, ça aide? Quand je rends service, est-ce que ça aide? Et en fonction de ce qui aura marché, je vais continuer à faire ça. Donc ça, ce sera le programme. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de déceler hein, quand même dans le travail qu'on fait dans le stage que je vous propose, là, à travers ce miroir. Trouver le programme qu'on a mis sur pied petit pour se sauver la peau et s'en sortir. Et parfois, le programme, c'est d'aller sauver l'autre pour qu'il tienne le coup. Et là, on devient
des experts de la médiumnité quasiment, parce qu'on sait se plonger à l'intérieur de l'autre. Ça peut servir, hein, ça peut servir à devenir thérapeute, ça peut servir à... Non, ça sert très très bien, mais simplement il faut pouvoir le faire quand on en a envie et ne pas le faire quand on n'a pas envie. Et quand on n'a pas fait ce travail, et ben en fait, on le fait d'instinct et on est des sauveurs sur pattes. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? C'est qu'on a quitté notre maison et on est allé s'occuper de la maison de l'autre. Et le mouvement de quitter et de s'occuper de l'autre, on va le refaire très souvent, toute la vie. Je me quitte, je vais m'occuper de l'autre. Et puis, au bout d'X années, je reviens vers moi. Je me dis, eh oh, quand même, j'aimerais bien avoir un peu de temps pour moi, moi aussi. Je reviens chez moi et là, la maison, elle est dans un état, je ne reconnais rien. Je ne sais même plus parfois où elle est, cette maison, c'est-à-dire moi-même. Hein. Et donc, j'entre un peu, puis je ressors. Et c'est bien plus facile pour moi d'aller me calquer ou me caler sur les desiderata de l'autre plutôt que de rentrer à l'intérieur de moi et de savoir ce que je veux et de quoi j'ai envie. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas entrée chez moi que je ne sais même plus comment on fait pour savoir de quoi on a envie. Et ça, peut-être que ça vous parle. J'ai très souvent entendu ça. Ben, moi, je l'ai vécu clairement. Et dans mes clients aussi, c'est souvent. Mais moi, je ne sais même pas de quoi j'ai envie. Mais du coup, je souffre de me perdre tout le temps chez l'autre. Puis au bout d'un moment, j'en ai marre. Et puis, je l'ai sauvé. Puis j'ai passé beaucoup de temps. Puis lui, il prend tout ce que je lui donne. Il s'en va. Elle, oui, ou lui, hein, c'est pareil. Et puis à un moment, on commence à dire, mais attends, j'ai fait tout ça pour toi. Puis toi, tu t'en vas avec. Ah, tu me l'as donné. Oui, mais alors du coup, moi, je me retrouve tout seul avec ma maison en ruine. Et bien ça, c'est de ma responsabilité d'avoir une maison en ruine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer, qu'on peut rentrer dans cette maison, on peut faire les travaux qu'il faut, on peut secouer les draps et rouvrir les fenêtres et meubler, et jusqu'à ce qu'on ait un plaisir fou à rentrer chez soi et à s'installer avec un thé ou un café devant un bon feu. Ça, c'est vraiment possible. Et c'est possible de manière assez rapide. Vous n'y passerez pas des années à faire ça. Je dis vous, mais je suis encore en chemin là-dedans, mais vraiment, ça a tellement changé, c'est du tout au tout. Donc, ces choix, revenons à ces choix, les choix par ignorance, par exemple, là, par ignorance de soi, c'est-à-dire que ma maison, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée dedans que, eh bien, ça peut être aussi le fait que j'ai hérité d'une façon de vivre, mais j'en suis pas consciente, alors du coup, je le fais par habitude. C'est toujours comme ça qu'on a fait dans notre famille, c'est toujours comme ça qu'on fait dans cette société. Est-ce que moi ça me plaît ou est-ce que moi ça me plaît pas? Je ne me suis jamais posé la question. Et donc je fais des choix. Ben oui, c'est vrai. Après, on fait des études, même si on a envie de voyager, on fait des études. Et puis après, quand on a fait ses études, on cherche un job. C'est pas le job qu'on aimait, mais c'était pas les études qu'on aimait, mais on prend le job. Et puis finalement, le job, il fait qu'on sait quand même faire ce truc-là. Puis on ne sait pas si on saura faire autre chose. Alors on fait ce job. Et puis on le fait 20 ans. Et puis on prend un conjoint, on a des enfants. Vous voyez, ça c'est... Voilà, ça peut être un héritage, les dictats de la société, dont tout le monde a toujours fait ça, donc ça n'y a pas de raison que je me pose de questions là-dessus. Et bien, en fait, un jour ou l'autre, on s'en pose des questions, mais ça peut être plus tard. Il y a aussi les stratégies de protection qui nous font faire des choix. Hein, le fait d'avoir été échaudé, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Donc, le fait d'avoir été échaudé sur la relation à l'autre ou la confiance ou le don de soi, l'ouverture de cœur, le besoin de l'autre et puis que c'est jamais venu, l'aide, le besoin de l'aide et c'est jamais venu. Bon, on peut être complètement en protection et donc ne laisser entrer personne ou bien se présenter comme si on était d'une telle couleur et en fait on ne l'est pas du tout. Et donc quand on présente une façade, eh bien l'autre il risque de tomber amoureux d'une façade, mais nous on est derrière la façade et puis on se dit ouais tu m'aimes mais en fait vous voyez la poubelle virtuelle, tu m'aimes mais en fait tu aimes la façade et moi je sais que c'est une façade. Donc, en fait, tu m'aimes pas. Donc, je suis pas du tout en train de pouvoir rééduquer mon besoin d'être aimé parce que je me présente sous une façade.
ça peut être aussi ces fausses quêtes d'être comblées, comme on en a parlé, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, c'est-à-dire les besoins que j'ai les besoins qui n'ont pas été comblés à l'époque, d'être la bienvenue, d'être choisie, d'être importante, d'être aimée, d'être aidée, d'être soutenue, d'être en sécurité. Tous ces besoins-là, s'ils n'ont pas été comblés à l'époque, eh bien, il peut y avoir une quête de combler les besoins de l'époque, mais aujourd'hui, des fausses quêtes. Et donc, on se retrouve avec des choix de vie qui sont faits par ignorance de ces fausses quêtes, parce qu'elles ne sont pas conscientes. Pour moi, il y a vraiment une nécessité de prendre conscience. Il n'y a pas de bien et de mal dans cette histoire. Il y a juste de prendre conscience de ce qui se déroule. Et c'est un travail qui est intéressant, intriguant, passionnant. Franchement, moi, je trouve ça passionnant de se découvrir soi-même. C'est passionnant. C'est encore plus passionnant, je trouve, que de découvrir quelqu'un d'autre. Alors, c'est aussi passionnant de découvrir quelqu'un d'autre, mais d'entrer à l'intérieur de soi, puis de se rendre compte de tout ce qu'on porte et d'où ça vient, et de rassembler les parties de soi qui se sont perdues, tous ces fragments là, vous savez, dans les placards, et puis de se sentir de plus en plus rayonnant, chaud, dans le ventre, ça bouillonne beaucoup plus, c'est ancré, c'est aligné, mais c'est passionnant, vraiment. Et alors, ça donnerait des choix qui seraient beaucoup plus alignés sur le désir qu'on a de vivre une certaine vie, une certaine qualité dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre aussi en clarté. Parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Si, on apprend qu'est-ce que tu veux faire comme métier, mais on n'apprend pas qu'est-ce que tu aimerais vivre dans ta vie. Mais par contre, on le sait quand même. Il y a une part de nous qui le sait, parce que déjà, il y a une part de nous qui sait ce qu'on ne veut pas. Surtout quand on a déjà vécu un petit peu, donc il y a une part de nous qui sait ce qu'on ne veut pas. Donc par déduction, si on sait ce qu'on ne veut pas, on pourrait savoir ce qu'on veut. Mais on ne se donne pas le temps et l'autorisation de voir grand, de s'autoriser à ouvrir tous les possibles et voir celui qui nous fait le plus pétiller, le plus vibrer. Mais j'aimerais tellement. Alors peut-être qu'il y a des petites voix qui disent oui, mais tu sais, la vie, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Hein, et nanana. Tout à l'heure, je disais sur Facebook, les gens qui ont des grands cœurs sont toujours ceux qui ont les vies les plus difficiles. Ça vient d'où? C'est une croyance. Pourquoi les gens qui ont des grands cœurs seraient toujours ceux qui ont des vies les plus difficiles? C'est juste une croyance. Une croyance de quelqu'un qui se considère avoir un grand cœur, c'est-à-dire que sûrement qu'il est en train d'aider beaucoup, prendre soin et tout ça. Donc, il se vend d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il cherche derrière? A priori, il n'est pas allé le chercher, il l'a fait souvent. Puis du coup, les autres, ils ont pris ce qu'il donnait, puis sont partis avec. Mais c'est lui qui l'a donné. Et alors, comme ça, il vérifie, ah ben voilà, la vie, elle me punit. Moi, j'ai un grand cœur. J'ai des bonnes valeurs. J'offre tout et on m'abandonne. Puis il va le vérifier une fois, deux fois, trois fois, puis en faire cette croyance que quand on a un grand cœur, on se fait abandonner. Ça n'a aucun sens. C'est une réalité qu'on co-crée régulièrement pour pouvoir se rassurer de connaître l'avenir. Mais ça peut changer n'importe quand. Ok, je vois que Guillaume... Un grand cœur, c'est un état d'être indépendant des circonstances de vie. Oui. C'est toujours la question à se poser, c'est de quelle part de moi naît le grand cœur, naît le comportement, naît le choix. Quelle part de moi demande ce choix-là? Et si c'est une part de manque ancien, bah, ça va donner une fausse quête. Et si c'est une part de moi qui est alignée à mon plus haut potentiel, à ma grande vision de ce que j'ai envie de vivre, qui s'est autorisée à vivre ça, eh bien, ça va donner totalement autre chose. Donc, c'est intéressant de savoir. Alors,
le choix qu'on veut construire va dépendre de notre état vibratoire. C'est interdépendant en fait. Notre état vibratoire va nous permettre d'attirer l'abondance autour de nous ou pas. Et si on est dans l'abondance, on va générer un état vibratoire haut. Donc, c'est interdépendant. Mais cet état vibratoire, il vient de quoi? Alors, notre état vibratoire, c'est la façon dont on se sent. Est-ce qu'elle est basse, neutre, moyenne, on va dire, haute? Est-ce qu'on ressent plutôt de la joie ou de la tristesse? Et puis, il y a des éléments qui viennent intervenir là-dedans. Qu'est-ce qui crée un état vibratoire haut? Ben, par exemple, pour moi, quand j'écoute de la musique, ça me fait monter mon état vibratoire, c'est sûr et certain. Puis un jour, j'avais une amie qui m'avait dit, moi, quand je vais pas bien, je vais sur YouTube et je regarde les vidéos, vous savez, où les gens se cassent la figure et enfin, toutes les chutes. Et elle me disait, mais moi, ça me sort complètement de mon état bas, de ma tristesse, etc. Donc, j'avais essayé et effectivement, pour moi, ça marche aussi très bien. Donc, il y a des moyens pour faire monter son état vibratoire. Donc là, c'est des petits moyens, mais ce qui va être vraiment important, c'est notre environnement. Vous savez, tout ça, c'est un peu, on est en train quasiment de parler d'épigénétique. Hein. La génétique, c'est ce qu'on reçoit en héritage, mais elle va être activée ou non en fonction de plusieurs choses dont notre environnement, je vais dire ça comme ça. Et je crois que les gènes qui peuvent être modulés par l'environnement, c'est 80% de notre génétique. À l'époque, j'avais fait des recherches là-dessus, c'était faramineux. C'est-à-dire qu'on a pouvoir sur 80% de notre génétique pour allumer ou non certains interrupteurs. Les interrupteurs de maladie, les interrupteurs de réussite, les interrupteurs oui, par exemple, d'avoir un cancer ou pas. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que toute notre famille a eu un cancer qu'on va déclencher un cancer. C'est quelle est la qualité de vie qu'on va s'offrir qui va faire qu'on sera en train de le déclencher ou pas, même si on a la génétique de peut-être l'avoir. Alors, dans cet environnement, il y a le lieu où on vit, la qualité du lieu, c'est-à-dire la qualité des objets. Est-ce que vous avez déjà pris la peine de regarder autour de vous si les objets qui vous entourent vous plaisent? Vous prenez des post-it et vous prenez une couleur, du rose et du bleu, on va dire ça comme ça. Vous collez un post-it rose sur tout ce que vous voulez absolument garder dans votre environnement et vous collez un post-it bleu sur tout ce que vous n'aimez pas. Il restera sûrement des moyens au milieu et a priori, il faudrait aussi les enlever. Donc, tout ce qui est bleu doit partir, pas à la poubelle, mais au don, on va dire. Et si vous gardez seulement ce qui vous plaît, mais vous savez, parfois, on peut s'acheter une belle statue qui peut coûter cher, ou un tableau. Moi qui suis peintre, un tableau. Et puis pourtant, peut-être pas avoir vraiment les moyens, ou bien se dire, bah, c'est pas utile un tableau, mais c'est absolument utile. Si vous avez un objet devant lequel, à chaque fois que vous passez, vos cellules font « Oh là là, c'est trop beau, ça me fait du bien », mais c'est mieux que n'importe quoi. C'est-à-dire que vous faites un soin cellulaire à chaque fois que vous passez devant un objet qui vous plaît. C'est magique, c'est magnifique, c'est un cadeau qu'on a à se faire. Trier notre environnement. Alors, ça peut être quelle maison j'ai choisi, quelle partie de la ville j'ai choisi, quelle ville j'ai choisi, quel pays j'ai choisi, et puis quels objets j'ai dans ma maison. Et puis, ça va être aussi l'entourage. La qualité de l'entourage. Est-ce que j'ai des gens qui sont en train de râler tout le temps autour de moi? Est-ce que j'ai des gens qui sont enthousiastes quand je propose une nouvelle idée? Est-ce que j'ai personne? Est-ce que j'ai beaucoup de monde? Est-ce qu'on s'intéresse? Enfin, la qualité de l'entourage va énormément influer sur cet état vibratoire. Et puis, il y a aussi nos pensées qui sont à surveiller. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Byron Katie.
C'est une femme qui a fait d'énormes études sur les pensées. Alors les pensées, on ne peut rien y faire, hein. Les pensées, elles poussent toutes seules. Il y en a, je sais plus si c'est 10 000 ou 40 000 par jour qui poussent dans notre tête. Ça doit dépendre des gens. Moi, c'est plutôt 40 000. Donc ça, c'est indépendant de ma volonté. Mais ce qui est dans ma volonté, c'est combien de temps, puisque je n'ai que 24 heures, on va dire 16 heures éveillées. Donc, qu'est-ce que je fais de mes 16 heures? Est-ce que je les passe avec les pensées qui vont plutôt à droite ou les pensées qui vont plutôt à gauche? Les pensées qui vont plutôt en haut ou les pensées qui vont plutôt en bas? Donc, je ne peux pas être je peux pas posséder le nombre de pensées qui va naître dans ma tête, mais je peux décider du temps que je passe et avec lesquels. Et ça fait en fait des chemins neuronaux qui sont de plus en plus fluides. Donc, si on a l'habitude de beaucoup râler et de trouver que c'est nul et que ça ne va pas, puis qu'il manque quelque chose, etc., ben, nos chemins neuronaux qui font ça, plus on utilise quelque chose, plus les connexions sont gainées et sont fluides, elles grossissent, physiquement elles grossissent. Et donc, ça va aller tout seul. Le cerveau, quand il prend ce chemin-là, bah, c'est fluide, ça glisse, ça va tout seul. Donc, on sera prédisposé à râler. Et si on décide un jour d'arrêter de râler, et à chaque fois qu'on râle, de dire, eh bien, je vais chercher, oui, mais je suis contente de ça. Je vais m'obliger à dire ça. Bah, c'est comme si vous aviez une autoroute, et puis qu'à côté, vous vous disiez, bah, je vais faire un chemin, vous savez, un chemin de chèvre. La première fois que vous traversez la jungle, c'est super compliqué. Et puis du coup, l'autoroute va revenir. C'est trop facile. Et puis chaque fois que vous prenez l'autoroute, vous repassez sur ce chemin de chèvre. Une fois, deux fois. Et en fait, vous ne pouvez pas éteindre un chantier, surtout une autoroute. Mais vous pouvez décider de passer 2 minutes là, puis 10 minutes sur l'autre chantier d'à côté. Prendre le chemin d'à côté. Et puis, il va devenir un petit peu plus fluide, gainé, ça va un peu mieux. Et 2 mois après, vous êtes juste plus le même, plus la même. Vous avez le chemin de chèvre qui est devenu une autoroute, et votre autoroute d'avant, elle est en friche. Ça y est, il n'y a plus d'électricité, il y a des trous, il y a des herbes qui ont poussé, parce qu'on l'utilise moins. Et ça, c'est un vrai pouvoir qu'on a sur soi-même. Mais c'est une décision. Je me souviens à l'époque, je m'étais fait un challenge. Je disais beaucoup de gros mots. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des périodes où je disais beaucoup de putain, tout ça. Donc, chaque fois que je disais ça, j'avais décidé de réciter quelque chose. Et à l'époque, j'avais choisi un truc qui était long et fastidieux pour moi, c'était de faire un autre père. Donc, à chaque fois que je disais le gros mot, je m'étais promis que je m'arrêtais et dans ma tête quand même, j'épargnais ça à tout le monde qui m'aurait pris pour une folle, je récitais cette prière. Même si je le faisais vraiment très très vite, parce qu'en fait, je pouvais être au milieu d'une conversation, dire ce mot-là, mais je ne voulais plus le dire, je voulais le remplacer par autre chose, et donc je récitais la prière. 5-6 jours après, c'est fini, le mot est passé. Voilà, on peut choisir des décisions de changer. Alors, on ne peut pas éteindre si on continue à prendre l'autoroute, à râler, et puis qu'après, on s'en veut d'avoir râlé. Donc, on se râle dessus d'avoir râlé, mais en fait, on est toujours sur la même autoroute. Donc, c'est vraiment juste, ah tiens, je viens de le faire. C'était quoi déjà que je devais faire? Ok, c'était de trouver quelque chose que j'aimais dans ma vie. Donc, on se met à râler, puis on se dit, ah oui, mais c'était tellement chouette de voir cet ami aujourd'hui ou hier. Et puis, hop, vous compensez comme ça. Donc, la qualité de pensée va vraiment travailler sur l'état vibratoire. Parce que ce qu'on pense, après, on le sent. Et là, ça passe au niveau émotionnel. Et après le niveau émotionnel, c'est le niveau corporel. Donc, tel on pense, tel on se sent. Et le niveau émotionnel, c'est la même chose. Ça va dépendre, le niveau vibratoire de nos émotions dépend de ce qu'on choisit comme activité. Si vous attendez d'avoir absolument toujours tout rangé dans la maison pour vous asseoir et prendre un livre, eh ben en fait, il y aura toujours quelque chose qui sera en bazar et vous n'arriverez jamais à votre livre. Et donc, c'est quel choix d'activité je vais prendre. Est-ce que je vais prendre soin de moi? Est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce que je vais aller me promener? Etc. Est-ce que
je vais faire un nettoyage émotionnel aussi. On peut aller marcher dans le vent, un nettoyage énergétique, on peut marcher dans le vent, on peut se baigner dans la mer, on peut entrer dans une église ou un lieu sacré, on peut écouter une musique. Alors ça peut être une musique sacrée, mais ça peut être une musique qui nous fait juste du bien, comme je disais tout à l'heure. En fait, on peut se mettre à peindre, à dessiner, à danser, à quelque chose qui nous fait du bien et qui change notre émotionnel. Et ça, c'est un choix conscient et possible. Il faut juste le faire. Alors au démarrage, c'est un peu fastidieux, bizarre, et puis après, ça va tout seul. Les émotions négatives, elles, sont des messagères du fait qu'on est désaligné avec ce qu'on veut et ce qu'on désire profondément. Donc, elles sont intéressantes. On n'est pas là pour leur taper dessus, parce que sinon, en fait, on les renforce. Mais on a nécessité, on a la responsabilité de les écouter et de regarder ce que ça vient dire. Qu'est-ce qui est désaligné là? En fait, qu'est-ce que je désire pour que ça fasse, que je n'ai pas fait pour que ça fasse une émotion négative? Donc, ça peut être des besoins non comblés de l'époque, ça peut être des valeurs qu'on n'est pas en train de respecter, ça peut être des croyances limitantes qui brouillent notre perception de la réalité. Vous savez, les hommes, c'est toujours comme ci, les femmes, c'est toujours comme ça. La croyance que je vous disais tout à l'heure, quand on a un grand cœur, on est abandonné. C'est des croyances limitantes, en fait, c'est comme des lunettes sur lesquelles vous auriez collé un papier de soie gris, et puis vous avez fait juste deux ou trois petits trous, puis vous voyez que ça de la réalité. Puis vous vous dites, dis donc, la réalité est toute petite, hein. Et en fait, non, c'est juste que moi, j'ai un truc collé sur mes lunettes qui est une croyance de l'époque que j'ai déduit de mes expériences où je pouvais rien faire d'autre que je pouvais pas me défendre, et j'ai pas fait mûrir ça. Et je me retrouve avec des lunettes qui sont opaques, et je vois, et je dis, la vie, elle est opaque. Mais c'est juste mes lunettes. La qualité de l'alimentation, le fait de bouger, de bien dormir, c'est la base de la base de la base. Et ça, quand on ne l'a pas, vous avez remarqué, la vie, elle est plus difficile quand on ne dort pas. Quand on ne fait pas de sport, on est plus fatigué. De sport, je m'entends, hein, ça peut être marcher, ça peut être danser, ça peut être des choses toutes simples. Hein. On n'est pas obligé de faire des pompes. Et puis, l'alimentation, choisir son alimentation. Je ne sais pas si vous faites ça, mais quand vous avez votre repas devant vous, remerciez. Merci pour tous ceux qui ont participé. Il y a celui qui est allé chercher les graines, qui les a sélectionnées, qui les a plantées, qui a fait pousser les carottes, qui les a récoltées, qui les a arrosées, qui les a récoltées, qui les a emmenées au magasin. Il y a le magasin qui les a prises, qui les a mises en exposition. Vous voyez, et remercier aussi. Moi, je ne suis pas végétarienne, mais par contre, quand je mange un animal, je remercie l'animal. Ça peut paraître fou, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma qualité d'alimentation. On peut manger biologique, bien entendu, mais ça n'empêche pas de remercier. Et c'est comme une bénédiction qu'on donne à ce qu'on met dans son corps. Et donc, on se donne de la qualité et on s'offre des choses avec une intention qui est claire et consciente. Quand on boit de l'eau, par exemple, et puis qu'on dit qu'on consacre l'eau, c'est-à-dire qu'on dit merci pour l'eau ou que cette eau me fasse du bien à toutes mes cellules, c'est carrément pas la même chose que de la boire sans s'en rendre compte. Et puis, bien entendu, le sens spirituel de l'existence, quand on y a travaillé et qu'on a un peu plus de clarté là-dessus, ça augmente énormément l'état vibratoire. Et donc, on a cet état vibratoire va exactement attirer la même chose. Donc, rien ne sert de croiser les doigts en espérant que la vie nous offre un truc. On peut juste travailler sur l'état, la qualité d'être de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, le fait de mesurer les mots qu'on dit, de les choisir, de regarder, vous savez, il y a ces 3 filtres, je les oublie toujours, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Et de choisir ce qu'on fait entrer en soi et de choisir ce qu'on fait sortir de soi, cette qualité-là va faire quand même un état vibratoire général. Et c'est ça, exactement ça, qui va attirer les expériences et les gens qui vont tout d'un coup nous voir.
J'ai fait parfois des expériences, là dernièrement dans ma vie, c'est tout à coup, je découvre, je traverse une initiation, c'est comme si j'intégrais des nouveaux codes et je découvre des personnes que j'avais jamais vues avant. Puis je me dis, mais c'est quand même dingue, ces personnes, elles viennent d'arriver ou mais en fait, elles habitent ici, elles sont à côté de chez moi, mais je les avais jamais vues. Moi, je crois qu'il y a des gens que je ne vois pas encore parce que je n'ai pas atteint cet état vibratoire. C'est juste des gens qui me passent à côté sans que je puisse rien faire parce que ce n'est pas dans mon champ de vision. Je n'ai pas les lunettes encore assez dégagées pour qu'ils soient visibles pour moi. Et c'est exactement la même chose pour les autres. Moi, je suis visible pour ceux qui sont dans le même état vibratoire que moi. Et donc, il y a des gens qui ne me voient pas parce que, ben, vous savez, hein, quand on est dans une foule, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, on sélectionne quelqu'un, mais il y en a plein d'autres, mais pas important, pas intéressant parce que pas sur le même état vibratoire. Et pourquoi on se rassemble comme ça? Déjà, c'est une histoire de physique, hein, les électrons s'attirent, mais aussi, on est de la matière reliée par de l'énergie et l'énergie, elle s'attire dans son identique. Ça, c'est sûr, mais aussi parce que d'un point de vue spirituel, je pense qu'on est en train d'être sur un chemin d'évolution, qui soit conscient ou inconscient, on est dessus. Et donc, on va chercher dans notre environnement les personnes qui vont pouvoir travailler avec nous sur ce même niveau d'évolution. Et après, quand on aura passé une marche, ben peut-être que ces gens auront passé aussi une marche, mais peut-être que pas, et puis peut-être qu'en fait, on s'éloignera. Ça se fera naturellement. Byron Katie, elle dit on ne prend pas de décision, c'est la décision qui se prend. Et ça ne sert à rien de se prendre la tête sur quelle décision je dois faire. C'est simplement que je suis trop tôt dans la question et ce que j'ai à vivre, c'est encore là. C'est pas plus loin, plus tard. Alors, bien sûr, on a des petites décisions et on peut prendre des décisions. Et si on stagne, c'est aussi une décision. Mais il y a des moments où on sent que c'est mûr et le fruit est là et pouf, il tombe dans nos mains et les personnes arrivent et pouf, elles sont devant nous et juste quand on en a besoin. Je ne sais pas si vous vivez la même chose que moi, mais moi, quand je parcours Facebook, c'est incroyable les synchronicités qu'il y a avec, par exemple, ce que je suis en train de faire, là, les 4 lives. Mais en ce moment, on ne parle que de relations sur Facebook. C'est incroyable. Mais il y a quelques semaines, je proposais un programme sur le fait de chercher justement son don d'excellence et sa mission de vie. Et je voyais que ça. Alors voilà, c'est une histoire de feeling et d'état vibratoire. Bon, je pense que je vais terminer là-dessus. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. Regardez déjà dans votre environnement comment c'est. Regardez la qualité que vous vous offrez et la qualité que vous pourrez donc offrir aussi aux autres. Mais ça, du coup, comme on se voit demain, on en parle demain. En tout cas, il y a un travail, il y a l'importance d'un travail de connaissance et de compréhension de soi pour être en congruence. C'est un mot vraiment pas beau pour dire quelque chose de tellement important. La congruence, c'est d'être aligné entre ce que je désire, ce que je pense, ce que je sens et ce que je fais. La congruence, c'est tellement puissant. Quand on est dans cette congruence et dans cet alignement et qu'on a un projet de vie, que ce soit un projet de couple, un projet de professionnel, un projet spirituel, on est dans une puissance incroyable et on n'a rien à faire pour prouver cette puissance. C'est juste qu'on est dedans et on est là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des réactions? Est-ce qu'on se dit à demain? Est-ce que tout va bien? Dites-moi s'il y a quelque chose que je peux aller voir avec vous ou si tout est OK. Oui, Guillaume. Est-ce que tout va bien? Ça veut dire que tout va bien ou ça veut dire qu'il y a une question?
Donc, en fait, on a un gros décalage entre Facebook et Zoom. Question. Ok. Alors, Guillaume, soit on en parle maintenant, soit on se voit demain. Donc, ce qui serait chouette, c'est que ceux qui ont des questions viennent sur Zoom parce qu'on pourra plus avoir la parole. Alors que quand vous êtes sur Facebook, en fait, vous êtes muet. Vous pouvez juste taper la question, ce qui me va très bien aussi. Mais peut-être que de poser la question en direct, c'est plus facile. OK, demain. Parfait. OK, Guillaume. Donc, rendez-vous demain à 18 h pour plus d'échanges. Et puis, rejoignez-moi, donc ceux qui veulent parler, peut-être sur Zoom, comme ça, ce sera plus fluide. Eh bien, je vous dis à demain. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous. À demain. Bye bye.